En présentant le collectif D'ailleurs nous sommes d'ici, qui ce soir m'a confié la tâche de présenter nos actions, et puis ensuite je laisserai la parole à Pierre Stamboul et à Jihad Abouraya. D'ailleurs nous sommes d'ici, milite contre le racisme et le fascisme dans le Bas-Rhin et concentre ses actions à Strasbourg depuis plusieurs années maintenant. Pêle-mêle, nous avons été aux côtés de celles et ceux migrants qui sont laissés dans la rue dans des conditions sanitaires indignes, dénoncés à de nombreuses reprises dans la presse les conditions d'inhospitalité aux canonniers dans lesquelles les migrants survivent dans la rue, lancé un appel pour un accueil digne et humain des demandeurs d'asile à Strasbourg. Nous avons participé à organiser des rassemblements pour dénoncer le racisme d'État, notamment suite à plusieurs meurtres de jeunes Français racisés des classes populaires. Dénoncer la régression que représentait la loi Asile-Migration. Dénoncer l'apathie de la Ligue du Grand Est de foot suite au lynchage subi par 3 joueurs noirs de l'AS Belgrade. Dénoncer l'islamophobie en France. Manifester contre les tentatives d'installation d'associations au relent national socialiste à Strasbourg, comme dans plusieurs villes de France. Nous participons, organisons localement, le 17 octobre 61, cette année consacrée à la Nouvelle-Calédonie, la Journée internationale contre le racisme, la marche pour la justice et la dignité, la marche pour les solidarités, Journée internationale des migrants, que nous préparons activement et qui aura lieu le 18 décembre 2018. Et on vous invite d'ailleurs à une réunion unitaire le 22 novembre à 18h à Strasbourg. En quoi le moment colonial palestinien intéresse-t-il le collectif DNSI 67 ? J'aimerais citer ici Pierre Stamboul dans sa quatrième de couverture. La Nakba ne sera jamais légitime. Donc, est un acte qui ne plaira pas aux sionistes. Les mots sur ce qui est à l'œuvre, occupation, colonisation, racisme, apartheid, crime de guerre, crime contre l'humanité, sont déclarés. Il est le fruit de la politique coloniale des puissances impérialistes, telles que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, qui lors de la dissolution de l'ancien empire ottoman, il y a maintenant un siècle. En effet, pour le collectif DNSI 67, le passé et le présent colonial alimentent les différentes formes de racisme d'État, mais aussi de judéophobie, d'islamophobie, de négrophobie dans la société française actuelle. Il ne fait donc pas de doute que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui en Palestine fait écho d'une certaine façon aux tensions et conflits raciaux dans la société française. En adoptant une démarche post-coloniale, Pierre donne des clés de compréhension de la société israélienne et palestinienne actuelle. Associations, partis politiques, histoires sont contextualisées et présentées. Pierre investit son sujet sans contourner les difficultés, mais en démêlant les complexités et contradictions propres à chacun des acteurs. Dans la période actuelle, l'ouvrage de Pierre est une contribution militante nécessaire et qu'il y a urgence à lire. En effet, lorsque nous avons fait la diffusion du tract sur les marchés, nous avons pris la mesure du découragement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Il n'y a plus rien à faire, la situation est trop compliquée, avec Trump, c'est foutu. Avons-nous entendu à plusieurs reprises. Cette soirée permettra, je n'en doute pas, de donner de l'espoir à celles et ceux qui veulent se mobiliser pour continuer à manifester, protester, boycotter, pour soutenir la résistance du peuple palestinien colonisé, continuellement agressé militairement sur ces territoires. Voilà, donc c'était mon introduction, et je peux laisser peut-être la parole pour que vous puissiez présenter Monsieur Abouraya et elle va le faire peut-être dans le micro. Ouais, allez-y. Juste quelques mots, oui, parce que nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jihad Abouraya, qui est avocat, qui est palestinien et qui est à Haïfa, en Israël, donc, où il a fondé l'association palestinienne, qui travaille avec la population palestinienne traumatisée par ce qu'elle a subi, et puis qui organise beaucoup d'actions, également en coordination avec des Israéliens colonialistes et des Palestiniens des territoires occupés. Donc, Jihad était aujourd'hui avec nous aujourd'hui parce qu'il a été reçu au Parlement européen par des députés de la délégation Palestine, où il a pu exposer en particulier les nouvelles lois israéliennes, en particulier la loi sur l'État-nation, sur l'État juif, et les conséquences qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle constitutionnalise la discrimination
c'est maintenant à l'état racial de façon officielle. Je pense qu'il va parler d'autre chose ce soir. Il parlera en hébreu, parce que c'est la langue dans laquelle il travaille, évidemment, avec l'arabe. Mais comme nous avons un excellent interprète de l'hébreu, on a le plaisir d'avoir Yoav qui traduira ces paroles. Je lui laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer très très brièvement par parler de mon association, Union Juive Française pour la Paix. Nous existons depuis 1994, donc là ça fait maintenant 24 ans. Au début c'est une toute petite association et pendant assez longtemps nous militons sur le mode pas de crime en notre nom. Sous-entendu, nous sommes des juifs propres sur nous et nous n'avons rien à voir avec les crimes quotidiens commis par l'armée israélienne ou avec le dépeçage et la fragmentation de la Palestine. Et puis petit à petit, dans notre lutte, nous avons découvert les véritables mots qu'il faut mettre sur ce qui se passe là-bas, au-delà de l'occupation et colonisation. Il y a eu très rapidement dans l'UJFP un consensus pour caractériser Israël comme État d'apartheid, pour parler de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis un peu partout contre les Palestiniens, en particulier dans les territoires occupés et notamment à Gaza. Et nous avons commencé à voyager, à aller là-bas, à établir des contacts importants avec les Palestiniens. Je pourrais dire que nous sommes une association antisioniste. Nous considérons que le sionisme est un crime contre les Palestiniens et est un suicide collectif pour les Juifs. Nous faisons totalement nôtre les trois grandes recommandations de l'appel international BDS, boycott des investissements sanctions, lancé par la société palestinienne en 2005. Ces trois points, c'est liberté, égalité et justice. Et en même temps, nous luttons pour un vivre ensemble dans l'égalité des droits, aussi bien en Israël-Palestine que ici en France. Donc évidemment, c'est là que nous rencontrons totalement, nous trouvons totalement en phase avec, d'ailleurs nous sommes ici, nous soutenons totalement la cause des migrants, la cause des Roms, la cause des sans-papiers et la façon dont l'Europe se dresse avec des murs, avec une répression policière et avec un fascisme et un racisme décomplexé qu'on rencontre de plus en plus, fait totalement écho pour nous. D'abord, ça nous rappelle évidemment le passé dont nous sommes issus et ça rappelle évidemment ce que vivent les Palestiniens. Je vais rajouter une toute petite chose sur la présentation de mon livre. J'ai écrit ce livre en tant que juif et je fais très souvent un rappel à notre identité juive parce que quelque part, je l'ai dit, elle est totalement salie par la politique colonialiste, fasciste aujourd'hui on pourrait dire. Ce sont des Israéliens eux-mêmes qui ne sont pas forcément de notre bord et qui parlent aujourd'hui d'une fascisation de la société israélienne. Nous nous revendiquons d'une très longue période où les Juifs comme minorité opprimée en Europe ont considéré que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité et donc on s'oppose complètement à cette espèce de tribalisme infâme qui a envahi aussi bien l'État d'Israël que des communautés juives organisées ici en France. Alors dans mon livre, j'ai commencé par revenir sur Oslo, parce que beaucoup de gens dans le mouvement de solidarité, le mouvement de solidarité en France s'est constitué immédiatement après Oslo. Oslo, c'était en 93, septembre 93. Oslo, non seulement c'est fini, mais on découvre aujourd'hui, pour ceux qui ne s'en sont pas aperçus tout de suite, que ça a été une gigantesque mystification. La seule chose qui a été durablement signée à Oslo, c'est l'heure d'ouverture des checkpoints, mais c'est surtout le fait que l'autorité palestinienne naissait à la place de l'OLP. L'OLP, Organisation de libération de la Palestine, avait réussi à fédérer toutes les parties de la Palestine fragmentée, l'autorité palestinienne,
c'est tout à fait autre chose. C'est une institution semi-étatique construite dans un seul et unique but, celui d'assurer la sécurité de l'occupant. Et 25 ans après Oslo, qu'est-ce qui reste fondamentalement? Il reste la coopération sécuritaire qui fait que toujours, dans ce qui peut rester d'autorité palestinienne, ils arrêtent les opposants et ils assurent la sécurité de l'occupant. On va dire, mais quand même, Rabin le brave, il en est mort et tout. On n'oubliera jamais qui a été Rabin, l'homme, le général des conquêtes assez semblantes des différentes guerres d'Israël, celui qui va diriger la répression contre la première intifada, 1000 morts quand même, et Rabin avait ses paroles célèbres, brisez-leur tous les jambes. Alors on peut penser que quand il s'engage dans le processus qui va mener à Oslo, il a changé, pas vraiment. Dans les 26 mois qui séparent les accords d'Oslo de l'assassinat de Rabin, 60 000 nouveaux colons sont installés en Cisjordanie. Pourquoi faire? C'est sous Rabin, 2 mois avant son assassinat, qu'il signe avec Yasser Arafat la balkanisation de la Cisjordanie, zone A, zone B, zone C, la zone C étant littéralement annexée par Israël. On ne voit pas exactement de quel État palestinien il pouvait s'agir dans ces conditions-là. Et pour celles et ceux qui ont voyagé en Cisjordanie, quand vous allez à Hébron, d'abord, vous n'avez plus besoin d'un conférencier pour qu'on vous explique ce qu'est l'apartheid, il vous éclate à la gueule immédiatement. Mais à Hébron, il y a 700 fous de Dieu qui sont installés dans la vieille ville, protégés par 2000 soldats. Qui a installé ces soldats? C'est Yitzhak Rabin, au lendemain du massacre du caveau des patriarches, en février 1994. Et ces soldats sont toujours là 23 ans après. Et ils protègent les colons qui déversent toutes leurs ordures quotidiennement sur la rue palestinienne et qui apprennent à leurs enfants à caillasser les enfants palestiniens qui vont à l'école. Donc je développe dans cette partie l'idée qu'il n'y a pas de gauche sioniste. D'abord, gauche et sioniste, c'est un oxymore, c'est une contradiction absolue, mais ce qu'on appelle improprement la gauche sioniste, c'est-à-dire en gros le courant travailliste, il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel ils ne portent pas une responsabilité majeure. La Nakba, 1948, l'expulsion préméditée de 800 000 Palestiniens et la destruction de 700 villages, c'est Ben Gurion qui est à la manœuvre, le plan d'Alet, la lettre D en hébreu, celui qui avait prémédité la destruction des villages et l'expulsion de ceux qui habitaient, c'est toujours Ben Gurion. 1956, l'invasion impérialiste de l'Égypte aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne, c'est Moshe Dayan, général travailliste. 1967, Israël n'était pas du tout menacé. La différence des forces était absolument considérable en la faveur d'Israël. Et ceux qui décident la guerre, c'est Lévi Eshkol, sous la pression des généraux, mais ceux qui décident la colonisation, ce n'est pas la droite israélienne, c'est Yigal Allon, ministre travailliste, et en gros, les blocs de colonies tels qu'ils ont été conçus, la vallée du Jourdain et les blocs de colonies. Ça marche mieux, oui. Donc les blocs de colonies, c'est Yigal Allon et ce sont les travaillistes. Par la suite, dans toutes les guerres, les travaillistes vont jouer un rôle très important. La construction du mur, Fouad Ben Eliezer, secrétaire général du Parti travailliste et ministre des Infrastructures, quand elle est décidée. L'invasion du Liban en 2006, c'est Amir Peretz, secrétaire général du Parti travailliste. La première grande invasion de Gaza, plan durci 2008-2009, c'est Ehud Barak, dirigeant travailliste. Donc c'est pour dire qu'il serait complètement faux face à la fascisation actuelle qu'on sent dans l'État d'Israël, d'opposer une gauche qui serait moderne, qui serait civilisée, à une droite. Les dirigeants du Mossad ou du Shin Bet sont pratiquement tous issus du courant travailliste. Cette distinction n'a pas lieu d'être. Alors je pose justement la question, il faut en finir avec les mythes historiques. Parce que le sionisme, c'est beaucoup de choses à la fois, que je vais essayer d'expliquer. Le sionisme, c'est une réponse à l'antisémitisme qui a submergé l'Europe à partir
partir de 1850, mais c'est une réponse terrible. C'est une réponse, en gros, qui dit que face à l'antisémitisme, la seule solution, c'est la séparation. Si je devais donner une définition de l'origine du sionisme, c'est une théorie de la séparation qui a déclaré il y a 120 ans que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. Et c'est bien que je sois invité ici par des NSI, parce que vous comprenez bien que cette idée, cette théorisation de l'impossibilité du mélange, de l'impossibilité du vivre ensemble dans l'égalité des droits, c'est quelque chose de totalement mortifère. Et le sionisme ne s'est pas opposé à l'antisémitisme. Il a utilisé l'antisémitisme dans toute la période où il s'est construit sur l'idée, c'est pas la peine de lutter contre les discriminations en Europe, la seule solution, c'est de partir et de fonder un État. En ce sens-là, le sionisme sera minoritaire ou très minoritaire parmi les juifs, en gros jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Théodore Herzl, fondateur du sionisme, appartenait à la bourgeoisie de l'Empire austro-hongrois. Il avait un très grand mépris pour ces juifs, ces Ostjuden, ces juifs d'Europe de l'Est, qui étaient très majoritairement des prolétaires, qui étaient des gens qui avaient souvent abandonné la religion pour se révolter. On trouvera énormément de juifs, surtout en Europe de l'Est, dans tous les mouvements révolutionnaires et dans tous les mouvements progressistes. Et pour Théodore Herzl, la lutte contre l'antisémitisme ne servait à rien. Donc lui a fait exactement l'inverse. Il est allé démarcher tous les dirigeants antisémites européens en leur disant « Votre intérêt et le nôtre est le même, qu'un maximum de juifs quittent l'Europe ». Parmi ces antisémites européens qui vont approuver et soutenir le projet sioniste, il y en a un qui est devenu célèbre, c'est Lord Balfour. Balfour était un chrétien sioniste, courant qui maintenant est extrêmement important, notamment aux États-Unis. Pour ces chrétiens évangélistes, les juifs doivent retourner en Terre Sainte pour faciliter le retour du Messie, mais ils doivent chasser le mal, l'Armageddon, c'est-à-dire les Arabes, et à la fin se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Ce sont des millénaristes. Donc ces mouvements profondément antisémites ont aidé à la création de l'État d'Israël. Est-ce qu'il y a une contradiction entre le Balfour antisémite et le Balfour qui va signer sa déclaration qui offre aux sionistes un futur État? Il n'y a pas de contradiction. Pour les antisémites européens, les juifs étaient des parias asiatiques inassimilables. Je reprends des mots de Hannah Arendt. Mais s'ils partaient en Palestine, ils devenaient des colons européens pour les services de sa gracieuse majesté. Donc le sionisme a proposé aux juifs cette espèce de traversée du miroir, de cesser d'être des parias persécutés pour devenir des colonisateurs. La colonisation les sionistes ont surtout propagé. Alors d'abord, sur le sionisme, c'est un colonialisme, bien sûr. Et quand on est anticolonialiste, on est antisioniste. Mais c'est un colonialisme différent des colonialismes européens classiques, le colonialisme français par exemple. Il ne vise pas à asservir le peuple colonisé, il vise à l'expulser et à le remplacer. C'est un colonialisme de peuplement. C'est un nationalisme, et les sionistes disent même nous sommes un mouvement de libération nationale, mais c'est un nationalisme très particulier. Il a imité les différents nationalismes qui vont fleurir en Europe à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, avec une différence quand même flagrante. Le nationalisme polonais réclamait un État polonais, là où il y avait beaucoup de Polonais, ou le nationalisme lituanien, ou le nationalisme serbe. Mais le nationalisme sioniste, il a inventé le peuple, la langue et la terre, ça fait quand même beaucoup. Le peuple parce qu'il n'y a pas de peuple juif, il y a des peuples juifs. Moi j'appartiens au peuple yiddish, qui était en gros une dizaine de millions de juifs vivant dans l'est de l'Europe, entre mer Baltique et mer Noire. Il y a un peuple séfarade, descendant des juifs expulsés d'Espagne. Il y a un peuple judéo-arabe au Maghreb. Il y a les Misraïm, donc tous les juifs originaires du monde arabe. Il y a un peuple Falacha, qui en fait sont des Éthiopiens, dont même la religion juive n'est même pas reconnue par les autorités religieuses israéliennes. Mais dire que tout ce monde-là appartient au même peuple, ça n'a aucun sens. Les sionistes ont inventé l'idée que nous serions les descendants des Judéens de l'Antiquité expulsés par les Romains en 70 après Jésus-Christ.
Ça n'a pas de sens, les historiens ont étudié, il n'y a pas eu d'expulsion. La religion juive était déjà dispersée un petit peu partout dans le monde méditerranéen et au-delà, ce qui signifie que globalement, les Juifs d'aujourd'hui, vous voyez que je n'ai pas vraiment le type proche oriental, les Juifs d'aujourd'hui sont principalement les descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions, et que les descendants des Judéens de l'Antiquité sont en gros les Palestiniens. Donc derrière le sionisme, il y a une gigantesque manipulation de l'histoire, de la mémoire, de l'identité. Les sionistes ont aussi prétendu qu'à tout moment de leur histoire, les Juifs ont songé à venir en Palestine. Il n'y a aucun témoignage qui va en ce sens-là. Dans la religion juive orthodoxe, chez les Haredim, les orthodoxes, le retour sur cette terre était interdit avant l'arrivée du Messie. Quand les Juifs sont chassés d'Espagne et reçus par l'Empire ottoman, ils vont aller à Salonique, à Smyrne, mais ils n'iront pas à Jérusalem, parce que c'est interdit dans la religion. Pour les Juifs religieux, l'an prochain à Jérusalem, ça voulait dire mes pensées vont vers Jérusalem, ça ne voulait pas dire je vais à Jérusalem, j'y fais un État et j'expulse les autochtones. Donc il faut bien avoir dans la tête cette idée les Juifs rentrent chez eux après 2000 ans d'exil, cette idée d'exil et du retour qui est à la base du projet sioniste, c'est une gigantesque mystification historique. Il n'y a eu ni exil ni retour, il y a eu conquête coloniale, il y a eu conquête coloniale par des sionistes dont la majorité était agnostique ou athée et qui ont utilisé une Bible à laquelle ils ne croyaient pas comme un livre de conquête coloniale. Dans mon bouquin, je parle très longuement de l'antisémitisme, d'abord parce que c'est aussi mon histoire intime. Ma famille maternelle a été totalement exterminée, à l'exception de ma mère. Mon père était résistant dans le groupe Manouchian, a été déporté à Buchenwald, mais de nombreux membres de sa famille ont disparu. Et parce que pour nous, l'utilisation et l'instrumentalisation et la douleur de l'antisémitisme utilisée par un gouvernement fascisant, par un gouvernement ouvertement raciste, et il y a de très très longues déclarations sur le racisme israélien, aussi bien de la plupart des élus, mais en particulier des gouvernants, c'est quelque chose qui pour nous est obscène. Alors j'ai voulu revenir un petit peu sur l'antisémitisme. D'abord, il n'y a pas une fatalité qui frappe les Juifs. Il y a eu pendant très longtemps l'antijudaïsme chrétien, et là aussi il y a une manipulation d'histoire. Aujourd'hui, les sionistes essaient de dire les antisémites, c'est les Arabes, c'est les musulmans. La vie des Juifs dans le monde arabo-musulman, ils avaient un statut d'immi, protégé. Ce n'était pas la citoyenneté, mais elle n'existait nulle part ailleurs. Et en gros, les communautés juives du monde arabe ou du monde musulman s'auto-organisaient avec des représentants qui étaient en relation avec le seigneur local. Mais à aucun moment, on n'a pas l'équivalent dans le monde arabe de ce qui a existé dans le monde chrétien, c'est-à-dire tous les stéréotypes antisémites, le peuple déicide, celui qui boit le sang des enfants, celui qui veut dominer le monde, et puis surtout les interdits qui existaient dans le monde chrétien, le plus important étant l'interdiction de posséder la terre et l'enfermement des Juifs dans ce qui a été les Juderias en Espagne, ou à partir du XVIe siècle, les ghettos dans toute l'Europe. Il n'y a pas eu dans le monde arabe l'équivalent des spoliations, des massacres, tout près d'ici à Ringville, on voit, là il y avait le quartier juif qui a été massacré en 1300 et quelques, et il n'y a pas eu l'équivalent des massacres faits par les croisades qui ont commencé par massacrer la population juive de la vallée du Rhin avant de se faire la main sur les infidèles en Orient. Il n'y a pas eu l'équivalent de l'expulsion d'Espagne qui avait commencé par un grand pogrom ou des grands pogroms sanglants d'Ukraine. Ça, c'est le monde chrétien, ce n'est pas le monde arabo-musulman. À partir de 1850, on passe de l'anti-judaïsme chrétien à l'antisémitisme racial. C'est l'époque où naissent toutes les théories odieuses de pureté raciale, toutes les théories eugénistes, et en gros, les Juifs sont considérés comme un obstacle à tous les nationalismes qui veulent créer des États ethniquement purs. L'espèce de consensus antisémite qui va submerger l'Europe, il vient en grande partie de là. J'ai retrouvé dans mon bouquin des citations antisémites de gens dont
pourrait supposer qu'ils n'ont pas été. Le général de Gaulle, j'en ai trouvé quelques-unes gratinées, le commandant Cousteau, mais ce ne sont pas des exceptions. L'antisémitisme était absolument majoritaire, hégémonique dans toute cette Europe-là. Par rapport à l'émergence, même minoritaire, et parfois ayant tenté de s'infiltrer dans le mouvement pour la Palestine, de courants négationnistes, il ne peut pas y avoir le moindre doute sur l'ampleur du génocide nazi. Le chiffre de 6 millions de morts n'est absolument pas surfait. Et même, ce qui est important, c'est de voir comment l'idéologie avait aveuglé les nazis au point que, pour eux, l'extermination des Juifs était quelque chose de prioritaire. Je cite le fait avéré qu'en 1944, quand la défaite devient quasi certaine pour les nazis, les trains pour Auschwitz sont prioritaires sur les trains qui ravitaillaient le front de l'Est. Donc on comprend bien que cette idéologie avait un caractère qui peut paraître surprenant au niveau rationnel. Mais cet antisémitisme est ce qui disparaît en 1945, et c'est là que le sionisme va jouer son coup. D'abord, est-ce que le sionisme avait une légitimité de parler au nom des Juifs qui ont subi le génocide nazi? La réponse est non. La grande majorité des Juifs n'étaient pas sionistes, la grande majorité des morts n'étaient pas sionistes. Il y avait même eu, jusqu'à 1940, un parti juif révolutionnaire, le Bund en Europe orientale, qui était antisioniste, qui prônait l'autonomie culturelle sur place, c'est-à-dire l'égalité des droits sans territoire spécifique. Les sionistes, en tant que tels, ont eu un comportement coupable vis-à-vis du nazisme, comme de nombreux autres mouvements. Je cite, document à l'appui, comment la direction sioniste, depuis le Yishuv, donc depuis la Palestine mandataire, a signé en 1933 un accord de transfert, les accords de Havara, avec les dirigeants nazis, qui a permis aux Juifs allemands d'émigrer avec leurs biens en Palestine mandataire. Il y avait une contrepartie, l'obligation pour la Palestine mandataire d'acheter allemand, ce qui fait que dans les années qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale, en Palestine, on trouvait des Mercedes, toutes les marchandises allemandes qui y étaient. Il y a une scission dans le mouvement sioniste qui va intervenir au début des années 20. Le courant, au début minoritaire, qui naît de cela, s'appelle le courant révisionniste, c'était le nom qu'il se donnait. Son fondateur, Vladimir Jabotinsky, était un fasciste. Il avait l'admiration de Mussolini. Le centre d'où les révisionnistes ont pu faire leur propagande et avoir une radio, c'était à Civitavecchia en Italie. Et ce même Jabotinsky avait collaboré avec un dirigeant antisémite pendant la Révolution russe, qui était Petlura, celui qui a dirigé l'Ukraine contre-révolutionnaire et dont les troupes ont massacré environ 50 000 juifs au cours de pogroms pendant la Révolution russe. Ce courant révisionniste va commencer un terrorisme aveugle contre la population palestinienne à partir des années 30. Et puis, quand en 1930, il va participer activement, et ça c'est tout avec le courant majoritaire, à la répression de l'insurrection palestinienne de 1936, qui sera écrasée par les Britanniques et les sionistes. Il y aura 12 000 morts chez les Palestiniens. Et ce courant va se retourner contre les Britanniques à partir de 1939, quand les Britanniques font cesser l'immigration juive en Palestine. Il faut savoir quand même que les dirigeants de ce courant, ce n'est pas n'importe qui. C'est Menachem Begin pour l'Irgun, qui sera Premier ministre pendant de nombreuses années. Et c'est Yitzhak Shamir du groupe Stern, ou Lehi, qui sera également Premier ministre pendant 7 ans. Le groupe Stern va assassiner des soldats anglais